Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz. C'est rendez-vous d'actualité, c'est rendez-vous autour des événements qui se passent ici en République démocratique du Congo. Et la grande actualité, c'est les manifestations à l'université de Kinshasa. On en parle et on en parlera toujours. Les étudiants déguerpis du Home, des découvertes scandaleuses, des munitions, des armes découvertes dans les différentes chambres des hommes qui composent l'université de Kinshasa. Est-ce que la théorie de l'infiltration telle qu'évoquée par la police est-elle vraie au regard de tout ce qui a été découvert? C'est une question qui reste à trouver des réponses. Et puis on va aussi prendre la question de la balkanisation de la RDC. Après les cardinals Ambongo, les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo a emboîté aussi les pas. Il parle d'un plan de balkanisation déjà avancé et en marche. Qu'est-ce qui va arriver? Comment mettre fin à ces plans? Comment les stopper? Ce sont des questions que tous les Congolais se posent. Nous recevons sur ce plateau pour la énième fois Maître Bazem Pembe, coordonnateur de la dynamique, le changement c'est maintenant. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé et merci pour l'invitation. Comment allez-vous? Oui, ça va, on sait le merci pareillement. La dynamique, le changement c'est maintenant, ça va? Ça va très bien. Nous avons récemment là marché pour soutenir nos militaires, nos FARDC à l'est du pays. Nous sommes en train de nous préparer pour avoir aussi une journée, la date du 24 janvier, pour commémorer l'alternance pacifique que nous avons eue dans notre pays. Et on avance. Très bien. Alors, parlons de la balkanisation de la RDC. Le cardinal Ambongo, après sa visite pastorale au niveau des Béni, a fait une déclaration selon laquelle un projet de balkanisation, ce qui ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui, est mis en marche. Et les porte-parole des FRDC, les colonels dont les noms m'échappent, a emboîté aussi les pas du cardinal. Vous, comme acteur politique, quelle impression avez-vous aujourd'hui de notre politique et surtout de ces problèmes liés à la balkanisation? Merci pour la question. D'abord, la balkanisation ne commence pas qu'avec le régime de M. Félix, le président de la République. Ça n'a pas aussi commencé avec M. Joseph Kabila. Si nous rappelons bien de l'histoire de notre pays, même Patrice Emery Lumumba en a aussi fait allusion sur cette histoire de la balkanisation. Parce que les Blancs, lorsqu'ils ont vu la dimension continentale de la République démocratique du Congo, ils ont envisagé déjà certaines stratégies pour diviser les pays, annexer les pays dans d'autres pays de la sous-région. Lumumba en a décrié, Kabila aussi est venu, il en a parlé, et Tshisekedi aujourd'hui est là, en train de se battre, Mordikis, pour cette histoire de la balkanisation. Et on doit aussi rappeler à l'opinion que Mosé Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il est entré avec AFDEL, il est aussi parmi les gens qui ont contribué aussi pour la réalité de la balkanisation. Si vous vous rappelez bien avec cette histoire ici, des contrats de l'Émirat, oui, lorsque vous lisez ce contrat qui a été signé le 23 octobre, si je ne me trompe pas les dates, 1996, on parle aussi de la balkanisation là à l'intérieur. Il y a eu même une clause, quatrième article là, à l'intérieur, qui stipulait que lorsque Mouzé va conquérir les pouvoirs, il y aura nos 300 km qui seront scindés aux Rwandais. Donc cet accord de l'Émirat est clair. Il y a aujourd'hui un fait. Nous constatons que nous avons une guerre asymétrique à l'est du pays. Le président de la République il fait allusion de ça à chaque instant, à chaque heure où il passe à l'est du pays. Nos militaires sont en train de se battre. Même jusqu'à ce matin ici, avant que nous réalisons cette émission avec eux, j'ai tenté de suivre les rapports de nos FARDC qui sont en train de donner un ultimatum à ceux qui sont encore, à ces groupes qui sont encore à la bourse en train de combattre, en train de décapiter nos militaires à chaque instant, de leur demander de déposer les armes volontairement, parce qu'ils sont en train de pousser déjà avec
comment ils ont appelé ça, avec les attaques de grande envergure. Donc je peux vous dire que la balkanisation, c'est déjà un plan, mais je peux aussi rassurer à vos téléspectateurs que ce n'est pas un plan qui sera réalisé lorsque le président Félix Tshisekedi est au pouvoir. Même après Tshisekedi, ce plan-là ne sera pas réalisé parce que nous, Congolais, moi et vous, nous n'accepterons pas que nous puissions perdre même quelques centimètres de notre territoire. Donc nous sommes très soudés là-dessus. N'en déplaise à certains qui veulent en profiter de cette histoire de la balkanisation, aujourd'hui appeler à un dialogue. Nous, on va dialoguer, bien sûr. Nous sommes africains, nous sommes appelés à parler à tout temps lorsqu'il y a des problèmes. Même pas les PPRD, c'est la majorité des Congolais. Parce qu'on va aller au dialogue, parler avec quel est l'interlocuteur en face. Ce sont les belligérants là, ce sont nos ennemis qui sont de nous combattre, qui vont quitter la forêt pour venir dialoguer avec nous en République démocratique du Congo. Donc on doit avoir un interlocuteur en face pour que ce dialogue ait lieu et peut aussi voir les cahiers des charges. Mais si c'est un dialogue créé pour satisfaire certains opposants aujourd'hui, qui ne se retrouvent pas, qui ont des difficultés financières pour revenir au pouvoir, il faut dialoguer. Donc moi, je n'en trouve pas l'opportunité là-dessus, mais nous avons intérêt, tous, à l'unanimité, dans l'unisson, de soutenir nos phares de ceux qui sont en train aujourd'hui de faire un travail de titan à l'est du pays. Aujourd'hui, vous considérez ou vous parlez de la balkanisation comme un fait réel, alors qu'il y a quelques années, il y a quelques mois même, je dirais, lorsque Kabila a évoqué qu'il y a terrorisme à l'est du pays, personne ne l'avait cru. Aujourd'hui, vous donnez raison à Kabila. Non, moi, je l'ai toujours dit, et c'est pas, je l'ai dit ici, d'entrée en jeu, que l'histoire de la balkanisation n'a pas commencé qu'avec Joseph Kabila, lorsqu'il fut encore président de la République. Ça a commencé même avec Lumumba, même à l'arrivée de son père qui est venu avec les ADF qui sont en train de nous combattre aujourd'hui. Cette histoire était déjà dans la table des Occidentaux pour diviser notre pays. Mais il faut voir aussi des contextes. Joseph Kabila, lorsqu'il parlait de la balkanisation, c'était dans un échappatoire parce que nous étions dans les processus électoraux. Pour nous dire, il y avait certains frais, il y avait une concentration des sommes à l'est du pays pour s'occuper des non-militaires. Donc aujourd'hui, moi je ne nie pas que cette histoire de balkanisation, c'est chimérique, non, c'est une réalité. Mais nous avons intérêt, comme je l'ai dit, à nous souder main dans la main pour que la balkanisation ne puisse pas se réaliser. Et j'essaie d'avoir aussi la volonté des Congolais. Nous ne céderons pas même 1 centimètre de notre territoire à l'ennemi qui est en train de nous décapiter aujourd'hui à chaque instant à l'est du pays. La balkanisation ne va pas se réaliser, mais aujourd'hui, lorsque vous voyez, vous lisez certains rapports qui pointent du doigt nos officiers comme étant complices de tout ce qui arrive dans la partie est du pays. Vous avez, je crois, l'information est tombée ce matin, un colonel des FARDC a fait défection pour rejoindre la partie où les milices. Est-ce qu'avec tous ces décors plantés, vous voyez ces schémas de balkanisation vraiment échouer? C'est un schéma qui ne réussira pas. J'ai vu aussi l'information, j'ai vu l'histoire de ces colonels. C'est un colonel qui est entré ici avec les Tutsis. J'ai vu son histoire avec des Banyamulenge, si je il a été déjà rebelle. Il était rebelle, un nouveau rebelle. C'est le problème. C'est ce qu'aujourd'hui la population de l'Est... C'est ça le problème. Pourquoi tous ces rebelles, on les fait entrer comme étant nos forces régulières? C'est ce qu'aujourd'hui la population de l'Est dénonce, et à chaque fois c'est dans la bouche aussi du président de la République. On rappelle aussi au président qu'on doit changer tous ces chefs qui ont la charge de commandement à l'Est du pays. Et nous avons aujourd'hui pour preuve cet ancien major, aujourd'hui devenu colonel, qui a fait défection. Il est entré pour aller soutenir un groupe armé, une milice tribale. Donc on a intérêt aussi à renforcer d'abord nos militaires à l'est du pays, parce que nous ne voulons pas aussi voir plusieurs défections. Ça va déstabiliser encore nos militaires. Nous voulons aussi voir aussi, surtout à ceux qui ont la charge de la République, de s'occuper nommément de ces militaires, parce que c'est important. S'ils sont bien ravitaillés, ils sont bien équipés, je pense que la victoire elle est certaine. Et puis dans quelques mois, si je peux le dire ainsi, il y aura la paix à l'est du pays. Mais s'ils ne sont pas bien équipés, ils risquent de se déstabiliser, ils risquent de faire défection, et ça va encore plonger le pays dans les chaos
ça ne sera pas une bonne chose. Vous évoquez la question de l'unité des Congolais pour mettre fin ou barrer la route à ces schémas de balkanisation, alors que vous, acteurs politiques, à travers vos discours, à travers vos messages, à travers vos communications, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de diviser de plus en plus les Congolais? La MOCA, FCC, CACH, est-ce que tous ces discours, tous vos messages, est-ce que ça joue à l'unité des Congolais? C'est là où le bas blesse. Moi, je ne peux pas comprendre que la question aujourd'hui de l'Est fasse un objet de polémique. C'est devenu même un fonds de commerce pour certains acteurs politiques. Nous avons intérêt, ils sont en train de lancer les messages à nos amis. Ailleurs, quand ça brûle, vous voyez tous les acteurs politiques se mettre ensemble, ce qui n'est pas le cas avec nous. Mais ici, chez nous, les gens sont contents lorsqu'il y a des morts. Lorsqu'on se réveille un bon matin, à l'Est, on a tué 10. C'est un élément... On s'en approprie même comme discours de campagne électorale. C'est un élément de venir à la télé, se précipiter pour dire, oui, il n'y a pas l'autorité de l'État à l'Est du pays, on a tué. Au lieu de condamner, il y a certains hommes politiques, certains communicateurs qui passent dans les médias pour décourager. Alors que les choses pareilles, lorsque les militaires voient, ils visualisent toutes ces images-là, ça leur décourage de plus. Mais s'ils sentent que dans les chefs, dans les collectifs des hommes politiques de leur pays, il y a une unité, il y a un encouragement, je pense que ça peut encore les ravitailler, leur donner une force pour combattre aujourd'hui l'ennemi. Donc nos amis doivent comprendre que la situation, l'intégrité territoriale n'a pas de couleur politique. Nos frères aujourd'hui qui meurent à chaque fois à l'est du pays n'ont pas de couleur, de la MOCA, CACH, FCC, patati patata, ils sont tous congolais. Donc nous avons intérêt tous. Vos potentiels électeurs d'ailleurs. Et surtout que c'est un contrée de l'Est où il y a un pourcentage élevé de voix pour ceux qui prétendent souvent briguer la magistrature suprême. Donc, moi, j'en appelle à l'unité, à la consolidation de nos énergies pour nos militaires qui sont en train aujourd'hui de se battre à l'est du pays où le travail est visible parce qu'à chaque matin, vous sentez que non, il y a certains milices qui ont déposé. Chaque matin, vous sentez que non, ils ont récupéré un territoire, ils ont récupéré un contrée, ils sont en train de se battre. Nous avons intérêt à les appuyer pour que les Congos puissent gagner, au lieu que les individus gagnent. Alors, vous, comme acteur politique, qu'est-ce que vous pouvez proposer ou quelle est votre recette concernant cette question de balkanisation? Quelle stratégie mettre en place pour stopper cela? D'abord, l'unité nationale. Deuxièmement... L'unité alors que vous, acteurs politiques, vous nous divisez? Non, moi j'en appelle à l'unité nationale. Aujourd'hui, les Congolais sont plus que divisés. Oui, vous savez, c'est ce qui nous divise aujourd'hui, c'est cette histoire ici chimérique, la vérité des urnes qui appartient déjà au passé. Même le président de la République, même ceux qui réclament aujourd'hui la victoire électorale, tous nous reconnaissons que ces élections n'ont pas été parfaites. Il y avait des couacs, il y avait les erreurs, il y avait des problèmes que nous avons tous décriés. Mais à ce stade, nous avons intérêt tous à regarder de l'avant et à nous préparer pour les échéances à venir. Nous avons 2023, c'est à bientôt là. Aujourd'hui, Félix a consommé presque une année, il lui reste encore 4 ans. Donc ce n'est pas trop. Préparons-nous pour 2023 au lieu de nous déchirer entre nous, au lieu de déstabiliser nos forces armées. Vous voyez, les gens qui passent même dans les médias, dans les chaînes de la place, passer, critiquer nos militaires, comment ils ne sont pas bien habillés, comment ils n'ont pas de bottes, comment ils ne sont pas bien ravitaillés. Toutes ces choses-là, lorsque tous ces messages arrivent dans les oreilles de nos militaires, ça leur dérange. C'est pourquoi moi je demande à mes amis, mettons d'abord de côté nos égoïsmes politiques, mettons d'abord de côté nos différents politiques, regardons en avant, consolidons l'unité que nous avons pour pousser à nos militaires à gagner la bataille qu'il y a aujourd'hui à l'est du pays. Vous avez constaté avec cette histoire ici qui se passe aujourd'hui entre l'Amérique et l'Iran. Vous voyez comment les Américains sont très soudés. Même si Trump a mal réagi dans certaines choses, il a donné certaines instructions, mais aujourd'hui les Américains sont soudés et vous sentez même les Iraniens qui sont aussi très déterminés
pour affronter les États-Unis. Mais ici, chez nous, ce sont des divisions, les gens sont saucissonnés, parce qu'il faut dire ça, Fayoulou, Tshisekedi. Donc, tu sens que ça va. Nous n'allons pas avancer avec toutes ces déclarations, toutes ces bêtises. Moi, j'en appelle encore à l'unité pour la question de l'Est. Mais que cette histoire de balkanisation ne puisse pas nous amener à des histoires de dialogue qui vont rien profiter aujourd'hui au peuple congolais. Lorsqu'il y aura des cahiers des charges, les gens viendront, ils vont proposer, nous voulons ça, nous voulons ça. Vous verrez qu'il y aura une assertion là en bas, partage des gâteaux. Vous voyez comment ça va amener si nous allons partir au dialogue. Cette histoire de la gratuité. Le ministre qui viendra là, qui va diriger les secteurs, il va dire non, parce que c'est un gouvernement d'union nationale. Moi, je suis en train de diriger. Je dois profiter de mes moyens. Cette histoire de la gratuité, nous allons mettre ça de côté. Certaines routes aujourd'hui qui sont en train d'être asphaltées, le ministre qui aura la charge des infrastructures, mais il va chercher comment profiter. Nous allons aller de chaos en chaos. Nous allons rabaisser les pays et nous n'allons pas avancer. Nous allons encore revenir si ces slogans. Le Congo, c'est un pays pauvre. Nous avons des potentialités. Nous avons ceci. Kinshasa, ça n'avance pas. Donc, on a intérêt à s'unir et regarder pour 2023 au lieu de nous atteler sur certaines choses qui ne vont pas faire avancer les pays. Très bien, on va parler de l'université de Kinshasa. Comme vous le savez, depuis le début de la semaine, il s'est passé des manifestations. À la base, hausse des frais académiques. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire, Thomas Louaka, a pris la décision de déguerpir les étudiants des hommes. Mais ce qui me scandalise un peu, ce sont les images qui circulent à travers les réseaux sociaux. Découverte des armes dans les hommes, des luniquines, des chanvrets, des munitions, tout ce que vous voulez. Maître Bazin, aujourd'hui, quel est l'état de nos universités? Hervé, vous êtes aussi universitaire. Parce que nous parlons avec vous avant de monter sur ces plateaux de télévision. Des luniquines aussi. Vous êtes un ancien. Home 10 pendant à peu près de 4 ans. Oui. À part l'université de Kinshasa, la grande université aujourd'hui de la République démocratique du Congo, nous avons l'université de Lumbashi, dont j'en suis aussi ressortissant, et il y a aussi l'université de Kisangani. Il y a 3 grandes universités en République démocratique du Congo officielles. Mais l'université de Kinshasa regorge les hommes, plusieurs hommes, si on peut le dire ainsi. À part l'université de Lumbashi, il revient aussi à l'université de Kisangani. Il est certes vrai que la plupart de ces universités, ceux qui sont logés là à l'intérieur, ce sont les gens venus d'ailleurs. Il y a ceux qui viennent de Boende, ceux qui viennent de Dekese, ceux qui viennent de Chikapa, ceux qui viennent de Mbujimai. Il y a même les autochtones de Kinshasa aussi. Il y a même ceux qui viennent aussi de l'étranger. Oui, il y a des Camerounais, il y a les Ivoiriens, même des Brazzaville aussi, j'ai aussi suivi. Mais il y a un fait aujourd'hui réel. D'abord, la genèse de toutes ces hostilités, c'est la hausse des Minerval. Mais là, nous avons aussi condamné la procédure que le ministre a déclenchée. Thomas Louaka. Oui. Le ministre allait envisager d'abord une concertation avec la coordination des étudiants. Mais apparemment, c'est comme si cela n'a pas été le cas. Mais moi, j'ai vu le ministre Thomas Louaka sur sa page Facebook brandir les communiqués, ou disons, les communiqués, oui, signés conjointement entre lui, les délégués des étudiants, les comités de gestion. Nous avons vu tous ces messages-là. Moi, j'ai vu ces communiqués-là. Mais il y a le problème réside à quel niveau? Le ministre s'est réuni avec les soi-disant parce qu'il y a certains qui contestent aussi ces comités-là. Et il y a aussi un problème aussi dans les chefs de tous ces dirigeants-là, des étudiants. C'est comme s'ils n'ont pas eu le temps d'aller récapituler, bien faire une restitution dans les concertations avec les ministres. Et même si c'était le cas, même s'ils se sont réunis, il y a eu un communiqué. Mais la procédure, c'est ce que nous contestons. Les ministres allaient passer par des voies, par des dialogues d'abord sur terrain avec les étudiants, même aussi les Minerval par échelon. Donc vous ne pouvez pas quitter des $150 directement, vous ajoutez $100. Et selon les informations que nous avons apprises, même ceux qui ont fini les études l'année passée, ils payaient $250. 153 000 francs, oui, autour des 92. Oui, mais il y avait un surplus que l'État supportait.
L'État supportait ces surplaces-là qui n'étaient pas en charge des étudiants, mais qui n'étaient pas visibles. Mais lorsque l'État s'est retrouvé dans une incapacité de suppléer ces montants-là, c'est pourquoi le gouvernement a demandé au ministre d'appeler les étudiants, parler avec eux, pour que la partie que l'État a ajoutée là puisse revenir d'office aux étudiants, que les étudiants payent. C'est là où ça a créé le problème. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade, à un niveau où les étudiants sont partis du campus. Nous saluons d'abord la décision. Nous saluons aussi ce courage, la bonne foi aussi que les étudiants ont manifesté parce qu'avant 48 heures, ils sont en train d'évacuer aujourd'hui les campus. Mais nous demanderons toujours au gouvernement... Il se pose aussi un autre problème, c'est lui plutôt lié aux étudiants qui viennent de l'étranger, ceux qui viennent de l'intérieur du pays, où ils iront. Ceux-là qui n'ont pas de famille. J'ai tenté de suivre un média de la place lorsque j'ai tenté de me diriger ici en ville. Est-ce que le gouvernement a pris une mesure palliative? Non, jusqu'alors, il n'y a pas une mesure là-dessus. Au contraire, moi, dans mes interventions, j'ai suggéré même au gouvernement de les ajouter au lieu de parler de 48 heures. Pourquoi pas aller jusqu'à une semaine, même 2 semaines pour permettre à certains, pour que leurs parents trouvent les moyens, les envoient pour qu'ils voient comment est-ce qu'ils peuvent pallier, avoir un logement, avoir une maison à la cité, ou bien se déplacer pour aller rester chez un proche. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade où les étudiants sont en train de quitter les campus. Nous les félicitons pour cela et nous demandons aussi au gouvernement de voir le plus vite possible pour que ces étudiants soient encore logés. Parce que Hervé, croyez-moi, c'est que vous connaissez tout ce que nous avons comme difficulté dans cette ville de Kinshasa avec les transports. Un étudiant qui habite Kingasani, Yasuka, et pour venir prendre la place à 8 heures à l'auditoire, ça crée énormément de problèmes. Aujourd'hui, avec les transports difficiles dans la ville de Kinshasa, avec des moyens aussi que les étudiants ont, vraiment, je pense que ça va déranger certains parents, ça va déranger aussi certains étudiants. Nous ne voulons pas voir certains étudiants abandonner la route de l'université, alors que nous sommes l'élite de demain. Nous sommes une génération montante pour sauver cette République démocratique du Congo. Mais ce que nous déplorons aussi, c'est que vous l'avez dit, vous l'avez souligné, c'est que nous constatons aujourd'hui au campus, trouvons qu'après ces délogements volontaires des étudiants, on constate, après les enquêtes, on constate que non, il y a les armes qu'on est en train de découvrir, c'est les cités universitaires. Des chanvres, il y a plusieurs choses, les seringues. Donc on sent qu'au sein de l'université de Kinshasa, il n'y avait plus que les étudiants qui habitaient là à l'intérieur. Il y avait aussi la théorie de l'infiltration de la police. Oui, il y avait aussi des criminels là à l'intérieur. Et moi aussi, je suis allé au-delà. Nous avons les images avec nous sur les réseaux sociaux. Vous constatez que non, il y a ceux qui quittent les campus, il y a même des bébés. Moi, je me suis posé la question, est-ce que ce sont les enfants des étudiants ou bien ce sont les gens, au lieu de rester dans les cités, qui trouvaient déjà les maisons dans les sites universitaires? Certains fonctionnaires de l'UNIKIN sont aussi logés dans les homes. Donc l'État a raison de déloger volontairement tous ces étudiants et puis les encore loger par identification. Donc, ils seront identifiés. Là, cette fois-là, nous aurons vraiment une cartographie réelle, un nombre réel des étudiants qui sont logés sur les cités universitaires. Là, il y a un problème. On sait qui identifier. Mais à ce stade, moi, je crois que c'est une décision qui peut déranger certains, mais c'est une décision aussi, une mesure conservatoire, comme je l'ai dit dans d'autres médias, qui peut permettre à certains étudiants d'être aussi sécurisés sur les sites universitaires. Vous voyez, il y a un ami qui m'a appelé pour me dire c'est une bonne décision. Parce que moi, il m'a dit, il y a un assistant qui a fini, un étudiant, qui a fini les études depuis 2003. Il était retenu comme assistant à l'université de Kinshasa. Et il donne cours. Mais il habite les hommes avec, je ne sais pas si c'est, avec sa femme, si c'est, donc, ils sont dans le campus avec une dame, une concubine. Vous voyez, un assistant qui donne cours à l'université de Kinshasa, mais il a un appartement, je ne sais pas si je peux appeler ça un appartement, il a un bicoque au campus, donc il habite dans les mêmes lieux avec tous ces étudiants-là. Oui. Donc il y a un problème d'immoralité là-dessus. Mais il se pose aussi un problème dans la vente même des contrats dans les homes au sein de l'UNIKIN. Vous avez qui achète aujourd'hui les contrats? Vous avez même quelqu'un qui n'a pas payé les frais, mais qui usurpe quand même l'identité de son ami ou de son proche. Et il s'en sert pour s'acheter les contrats. Et
Vous avez quelqu'un qui porte les contrats d'une autre personne, une autre figure, mais qui reste quand même au home. Hervé, nous sommes tous passés par toutes ces pratiques-là. Moi, c'est aussi un problème. J'étais un échevin. Il faudrait numériser l'université, disons. Bon, numériser, si l'État trouve que non, c'est possible, on peut le faire. J'étais un échevin à l'université de Lumbashi. J'avais un bloc que j'ai dirigé. C'est une pratique qui a érigé maison dans toutes les universités, dans les homes. Une seule personne avec 5 contrats, puis il occupe toute une chambre seule. Qu'est-ce qui s'est fait? Par exemple, vous avez un contrat et vous commencez à sous-loger. La place où on passe nuit une seule personne, vous sous-logez 2 personnes. Et lorsque la personne termine les études, vous voyez les soi-disant, on les appelle souvent les doyens. Les doyens, lui, restent. Donc, c'était un fonds de commerce. Il s'est fait l'argent, il s'est nourri. Au lieu d'aller chercher une maison à la cité, il trouve que non, c'est un contrat que j'ai signé avec l'université. Et même certaines autorités académiques ont du mal à déloger ces messieurs-là parce qu'il a un contrat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez proposé, si l'État veut passer à une étape supérieure, parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la modernité, si l'État veut numériser toutes ces choses-là, on peut le faire pour avoir l'identité réelle de tous ceux qui sont sur les sites universitaires. Si possédaient... Aucun contrôle ne s'est fait. Vous avez quelqu'un qui achète un contrat peut-être à 30 ou 35 $, mais qui les vend à 90 voire 100 $. Oui, même 150 $. Parce que lorsque l'année commence, il y a certains qui n'ont pas de famille ici, se précipitent pour avoir un logement au sein du campus. Et on les propose, au lieu de payer à 40 $, 20 $, même 150 $. Oui. Ils n'habitent pas les homes, mais quand même, ils récoltent quelques bordereaux de 5 personnes, voire même 10. Ils s'achètent les contrats, puis à la fin, ils commencent à les vendre. Moi, je pense que si l'État congolais nous suit, les autorités, le ministre de l'Intérieur, y compris même les autorités académiques, les recteurs, les administratifs du campus, à part le fait de déloger les étudiants sur les sites universitaires, ils doivent procéder maintenant à aménager certaines choses, même cette histoire-là des contrats. Mais il y a aussi un fait, il y a certains qui ont signé les contrats avec les autorités académiques. Les contrats d'un étudiant expirent à la fin de l'année académique. Je pense que l'État aussi, lorsqu'ils vont loger certains, ils doivent aussi avoir cette idée-là. C'est aussi ça le problème. Je demanderai aussi aux étudiants qui ont tous ces contrats-là, mais de garder, bien garder, parce que les moments opportuns, ils vont brandir ces contrats-là, parce que l'État a pris leur somme. Donc, qu'est-ce qu'on fait du calendrier académique? Déjà, on sait qu'il y a l'UNIKIN, il y a des années élastiques. Et maintenant, là, qu'on vient de suspendre les activités jusqu'à nouvel ordre, est-ce qu'on a pensé au calendrier académique? C'est un élément aussi très important. J'ai tenté de parler avec un ami qui est encore étudiant. Il n'est pas ici. Il est à Lumbashi. Il m'a posé aussi cette question-là. Mais qu'est-ce que les autorités vont faire avec tous ces étudiants-là? S'ils parlent de l'année académique, moi je lui ai dit, et avoir les communiqués des autorités, on ne dit pas qu'on a fermé les campus. Les activités académiques vont reprendre parce que les professeurs ont été fâchés, lésés parce qu'ils ont vu leurs bâtiments être saccagés, détruits. Ils ont perdu même les ordinateurs, même certains objets, même il y a eu même aussi certaines banques que les étudiants ont pillées. Je pense que les autorités aussi doivent voir aussi cette histoire-là de l'année académique parce que l'UNIKIN a des problèmes vraiment sérieux avec les années élastiques, surtout à la Polytech et même à la médecine aussi. Les autorités doivent aussi... Médecine, maintenant, ça va. Oui, ils doivent aussi... Dans la faculté des sciences, quelques départements, maths, info, la faculté des pétrole et gaz également, là également, il s'est posé un problème. Ils doivent aussi revoir cette histoire-là pour que ça ne puisse pas aussi déranger certains. Nous voulons que les étudiants terminent leur année académique dans les délais. Ça va permettre aux autres de sortir et ceux qui auront les diplômes cette année-ci aussi de remplacer, c'est une bonne chose. Au lieu de nous laisser comme ça, ça va beaucoup déranger vraiment. Allez, l'émission est complètement terminée. Maître Bazin, comme d'habitude, vous allez regarder la caméra, puis vous allez vous adresser au public qui vous regarde à travers le monde. D'abord, merci pour l'invitation. Merci. Je sais que certains ont été lésés d'abord par cette histoire-là de déguerpissement des étudiants, mais il y a certaines mesures qui sont impopulaires, mais après,
nous constatons que ce sont des mesures préventives qui sécurisent aussi les étudiants. Cette histoire de délogement n'a rien à voir avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est une mesure du penser à la gouvernement. réhabilitation de ces hommes? Parce que je rappelle que depuis que ces hommes ont été construits, ils n'ont subi aucune réflexion. Oui, c'est parce que le gouvernement a des moyens, parce que l'université de Kinshasa a plusieurs hommes, je ne sais pas comment ils vont raisonner, même s'ils ne réhabilitaient pas, mais quand même ils peuvent voir même pour les installations sanitaires. Ça pose aussi problème à l'université de Kinshasa, même s'ils réhabilitaient les installations et mettent aussi même des peintures pour permettre à certains étudiants... Vous avez 30 chambres dans les couloirs, oui, mais avec seulement, je crois, 4 ou 5 il n'y a pas que ça. Vous voyez, si vous arrivez sur les sites universitaires, vous allez constater même comment les étudiants... donc, comment je peux dire, utilisent les courants. Vous verrez des câbles en désordre et vous avez même peur d'entrer dans certaines chambres. Et vous voyez même... Donc c'est une histoire que le gouvernement aussi peut penser à ça. Ça va vraiment permettre aux étudiants qui vont regagner les campus à bientôt là pour être logés et étudier aussi dans des conditions convenables. Et les restes, comme on l'a toujours fait, les numéros c'est 09 97 37 51 51 09 97 37 51 51 et code de la République démocratique du Congo plus 243. Très bien. Actubuzz de séjour est terminé. Nous avons reçu pour vous Maître Bazin Pembe, coordonnateur de la dynamique Les changements c'est maintenant, un mouvement proche du cash. Ils soutiennent la vision et la politique du président de la République. Avec lui, nous avons parlé de l'université de Kinshasa où les étudiants ont été déguerpis des hommes. Nous avons aussi fait les points sur ces projets de la balkanisation tels que l'a constaté le cardinal Ambongo, mais aussi les porte-parole des FRDC. Merci de votre attention. Merci à Néhémie Jacob Omo pour ces belles images. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.